Chers web auditeurs, bonjour et bienvenue sur No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom. Je vous accueille aujourd'hui au bureau de la dissidence pour l'inauguration de ce qui est et sera un espace de liberté d'expression totale dans les limites du respect de tous. Il s'agira de convoquer des thèses peu communes ou des thèmes plus communs mais vus par des invités insoumis à l'autorité établie. Pour cette première, il nous fallait un invité à la hauteur de nos exigences, de nos ambitions. Il nous fallait l'incarnation même de la dissidence. Alors, durant la préparation de l'émission, plusieurs attributs revenaient. Provocateur, choquant, talentueux, charismatique, visionnaire, beau. Qui pouvait donc posséder ce cocktail détonnant de qualité? À l'image de l'élaboration d'un puzzle, un visage se dessinait peu à peu. Celui d'un intellectuel français dissident, réalisateur, essayiste, sociologue. Cher web auditeur, je convoque aujourd'hui au bureau de la dissidence Monsieur Alain Soral. Alain, bonjour. Bonjour, merci pour ce portrait élogieux. Je vous en prie, veuillez s'il vous plaît décliner votre identité, date, lieu de naissance et nationalité. Alors, je m'appelle Alain Soral. Je suis né le 2 octobre 1958, ce qui me fait... Je suis dans ma 52e année. D'accord. Ça ne se voit pas. Pas Je du suis tout. natif d'Aix-les-Bains, en Savoie. Et je possède la double nationalité, il faut le dire. Faut le dire. Faut le dire. Je suis français, mais j'ai aussi la nationalité suisse. Très bien. Ça a été révélé par des médias hostiles. Vous souhaitiez le garder caché? C'est un secret? Non, C'était un pas du tout, secret? mais Pas du tout. comme il n'y a jamais eu de preuve, enfin les Suisses, la dernière fois qu'ils ont fait une guerre, c'était au XIIIe siècle, Donc ça il n'y va. avait pas de conflit. Je n'avais pas jugé bon de le préciser, mais je préfère le... Alors, il y a D'accord. des gens aussi qui pensent que je suis d'origine aristocratique. C'est en partie vrai, mais ça ne veut pas dire grand-chose en France aujourd'hui. On a tout dit sur moi. Hein. Beaucoup. Que j'étais Beaucoup. juif aussi, on l'a dit. C'est Alors possible, j'ai pas cherché, donc Non. comme je ne suis pas ni raciste ni En remontant racialiste, très je loin n'en sais peut-être rien. justement à cette fameuse guerre que les Suisses Je n'ont. n'en sais rien, mais c'est voilà, D'accord. c'est possible. Alors, J'ai on fait a enquêté sur d'autres Peut-être au points, peut-être pas sur 14e celui-là. peut-être au D'accord. XIVe siècle. Eh J'ai bien, été au Parti communiste, ça c'est pendant 7 ans, et conseiller de Le Pen pendant 1 an. Oui, voilà. Ce qu'on me rappelle d'ailleurs systématiquement. Non. C'est-à-dire qu'un an au front marque plus que 7 ans au PC. d'accord. Il faut le savoir. Bien, merci pour cette riche réponse. Et bien que de moins en moins indispensable de vous présenter, je me permets un rappel de faits vous concernant et quelques-uns de vos travaux. Si vous en convenez, bien sûr. Oui, oui, Jusque-là, oui. on peut aller. Je ne vais pas remonter jusque la guerre suisse ou, ou vos origines juives, je vous rassure. Donc, vous réalisez en 2001 le long métrage Confession d'un dragueur, portant sur la drague de rue et les rapports de classe, avec comme acteur principal Saïd Tagmaoui. Ce film est boudé par la critique et déprogrammé au bout de 2 semaines. Vous êtes l'auteur, entre autres, de Confession de sociologie du dragueur et de Vers la féminisation, livres dans lesquels vous pourfendez tout ce qui relève du communautarisme. Vous vous mettez à dos donc la communauté gay et quelques mouvements féministes, et on vous voit de plus en plus sur les plateaux télé. Et ces plateaux, justement, on vous y voit de moins en moins, vous y êtes de moins en moins invité suite à des propos, certains de vos propos qui ont été jugés antisémites. Enfin, ma marginalisation a commencé à partir de la publication d'un livre qui s'appelait Socrate à Saint-Tropez, Oui. qui était le 2e tome de mon abécédaire, qui critiquait le libéralisme et le communautarisme. Et autant j'avais été encensé pour Jusqu'où va-t-on descendre, autant j'ai commencé à être boycotté avec Socrate à Saint-Tropez. Et ça s'est encore aggravé avec Misère du désir, D'accord. notamment parce qu'il y avait un chapitre 4 sur les banlieues qui était assez subversif. Et là où ça a atteint le summum, c'est quand j'ai soutenu Dieudonné, à l'époque où il avait été très violemment... Dieudonné, d'ailleurs, qu'au départ, vous ne... Oui, que je critiquais Voilà, pour son vous n'étiez pas communautarisme supporter à victimaire, chaque- un peu simpliste. Vous avez pu avoir avec lui en direct une... Oui, on a discuté, puis ça s'est bien passé, D'accord. parce que c'est un garçon charmant. Mais en fait, à l'époque, les médias cherchaient quelqu'un pour soutenir Dieudonné, ils ne trouvaient personne. Et moi, je me suis proposé pour le job, et j'ai compris pourquoi les autres ne voulaient pas y aller. Parce que, voilà, à partir de là, j'ai été effectivement cramé. Mais alors justement, ça vous a coûté cher, comme on le voit là. Vous avez été, ceci a été jusqu'à mettre en danger votre intégrité physique. Vous avez reçu de l'acide au visage. Oui, j'ai été agressé plusieurs fois par des commandos, on sait qui c'est, oui, les milices d'extrême droite sionistes. Là. Quand vous dites on sait qui c'est, Ça a été les revendiqué. enquêtes ont... Ah, ça a été revendiqué Oui, tout de même. les Les enquêtes enquêtes n'aboutissent n'aboutissent pas. jamais, mais ça aussi, c'est un marqueur, ça. Donc, les D'accord. enquêtes n'aboutissent pas, mais c'est revendiqué de toute façon. Il y a même des vidéos Ouais, justement, de ces groupuscules qui les revendiquent. Ouais. Même, ils avaient même dit, d'ailleurs, ils avaient réservé ma pierre tombale au carré VIP du cimetière de Pantin. Enfin, il y avait même, c'était D'accord, même vous étiez annoncé mort en fait. Oui, On c'était est annoncé de A à Z. presque.
Oui, j'ai subi plusieurs agressions. Alors là, on en rit, et justement, je voulais revenir sur une vidéo où les gens qui vous lisent, donc les gens qui vous suivent, sont pris à partie à la librairie au Pays de Cocagne à Paris Qui a en disparu 2004, depuis. qui a disparu depuis. Une quinzaine d'individus font éruption et attaquent à Non, coups de 35, matraque. pas une 35 quinzaine, personnes 35. font éruption et attaquent à coups de matraque les personnes présentes. Bah, Alors, c'était moi qui voulais attaquer, mais ils ont pas il y avait réussi du à monde un échapper. petit peu entre eux et Et vous. donc c'est une vieille tradition en général de frapper les femmes et les enfants. Ces gens-là ont des pratiques assez repérées. Et effectivement, il y a eu 7 blessés. Alors, si vous le voulez bien, chers web auditeurs, nous allons donc visionner la vidéo de cette agression et si vous voulez la commenter d'ailleurs en direct. Vous étiez donc lors d'une séance de dédicace. Oui, j'avais été invité par un couple de libraires lesbiennes d'une petite librairie. Vous en êtes venu aux mains ce jour-là? Comment ça se passe? Non, Il y non, avait c'est entre des vous gens qui sont avec Voilà. des casques, des matraques, des marteaux, des gazeuses et qui ont tabassé Tout ce qui trouvait tapé sur tout ce qui bouge. D'accord. C'est une vieille tradition puisque ça s'est fait dans des manifs. Ça a été même allé jusqu'au poignardage d'un commissaire de police, il faut le savoir. Vous pouvez pas appeler la police. Vous pouvez pas appeler la police. Allô Ali Ali t'es où là? Ils ont frappé fort mon ami, la merde. Et donc il y a eu cette agression, je m'en suis tiré, je dirais pas miraculeusement, mais je m'en suis tiré parce que je me suis débrouillé pour m'en tirer. Et bon, voilà, quoi, ça a permis effectivement de montrer quelle était la situation objective en France quand on osait critiquer frontalement certains sujets. Et le résultat, ça a été que j'étais menacé de mort par les sites d'extrême droite sionistes. J'avais demandé une protection policière qui m'a été refusée. Et j'ai compris que je ne devais pas annuler cette signature malgré les dangers, parce que sinon, la menace continuera à planer indéfiniment. Quand Donc, vous en dites que fait, vous recevez des menaces, c'est sous quelle forme en fait? des C'est menaces de mort, des appels directement anonymes, mails, etc. Oui, D'accord. que j'ai déposé à la police, etc. Donc vous étiez prévenu. Oui, oui, j'étais prévenu, bien sûr. Oui. Dieudonné a vécu la même chose. Beaucoup de gens ont vécu la même chose. Ginette Scandrani, Madame Zemmour, etc. Sans que ça ait de suite. D'accord. Et justement, au niveau de l'enquête, alors vous déposez plainte et vous êtes en attente Moi, j'ai d'un deux plaintes, résultat et puis depuis c'est classé, 2004. puis il y c'est a classé rien, sans vous- suite. C'est D'accord. classé, oui. Quand j'ai posé plainte plusieurs fois pour d'autres agressions. C'est toujours classé à la fin. Les policiers de base se comportent toujours très bien, mais les dossiers montent dans la hiérarchie, puis à un moment donné, il y a ce qu'on appelle le plancher de verre, et puis ça bloque, et puis c'est plutôt vous qui avez des ennuis en général, puisque en fait, finalement, c'est moi qui ai été condamné par la justice dans cette D'accord. histoire. Pour Je sais pas, injure publique ou incitation à haine raciale. Enfin, c'est toujours les mêmes mécanismes que l'affaire Dieudonné a permis de révéler au grand public. C'est-à-dire, D'accord. Alors justement ici, au bureau de la dissidence, nous avons été choqués par ces images et encore plus par le silence des médias traditionnels autour de cette agression. je dois quand même faire remarquer que le Parisien, le lendemain, fait un article très honnête et très circonstancié qui disait la réalité des faits. Il y en a eu un. Alors- J'ai eu aussi toutes les télés qui sont venues me voir, mais par contre, aucun sujet n'est passé. Et ce Alors, qui est marrant, c'est que il y a eu, les médias sont venus naturellement sur le lieu du drame, etc. Toutes les télés sont venues. Il est sorti des trucs la nuit sur la radio, etc. Et le 13h le lendemain, tout était verrouillé. C'est-à-dire Voilà. qu'on voit bien qu'il y a un travail qui est fait de coups de téléphone qui va être genre silence. Donc, silence. Et ça, voilà, et le silence est fait. C'est ce qui nous a le plus choqué ici, très Oui, franchement. mais ça prouve que ça fonctionne comme ça, quoi. Et qu'est-ce qui doit le plus nous inquiéter du coup? Alors c'est plutôt ces violences ou le fait qu'on n'en ait même pas fait un fait divers? C'est les deux, parce que ces violences n'auraient pas lieu si l'État fonctionnait comme il doit fonctionner normalement et si les médias fonctionnaient comme ils doivent fonctionner normalement, puisque ces milices d'extrême droite sionistes sont interdits, vous le savez sans doute, en Israël, aux États-Unis comme groupe terroriste, et qu'en France, ils s'entraînent dans des locaux d'État sécurisés par la police. Donc on voit bien qu'il y a un État dans l'État, et que là, on comprend qu'effectivement, pour les gens naïfs comme moi ou Dieudonné, qui venons de la gauche, donc qui ne connaissons pas bien tout ça au départ, que l'État, la police, les médias cessent de fonctionner sur certains sujets et qu'on est comme dans les westerns américains, tout seul là, quand on traverse la rue du Patelin avec le shérif qui est vendu au potentat local et qu'il faut traverser en sachant qu'il y a des fusils derrière chaque fenêtre. C'est un peu ce climat-là. C'est pour ça que les gens se taisent et font silence et ne sont pas très courageux sur certains sujets parce que c'est objectivement très dangereux. On risque là effectivement le boycott complet si on est un personnage public.
la diabolisation, les violences physiques, les condamnations, qui sont toujours des Alors condamnations avec des sommes d'argent. vous dites que les médias ne fonctionnent pas. Est-ce que uniquement les médias façonneraient ce communautarisme ou est-ce que les communautés sont intrinsèquement irréconciliables, ici en France en tout cas? Non, je pense qu'il y a une lente organisation qui s'est mise en place, comme un peu partout dans les pays d'Occident, sur certains sujets, etc., qui fait que les Français étant individualistes et s'intéressant pas à grand-chose, dès lors qu'il y a des minorités agissantes qui se structurent, elles prennent du pouvoir parce qu'elles agissent alors que les autres n'agissent pas, c'est tout. En réalité, c'est le principe de ce qu'on appelle les réseaux. La réalité de la démocratie, c'est quand même la réalité des réseaux. En réalité, l'individualisme n'existe pas. C'est pas le vote ou les individus citoyens qui sont le pouvoir, c'est un rapport de force, de hiérarchie, de réseau. Et les réseaux, c'est des gens qui ont la volonté de s'organiser en réseau parce qu'ils ont une cause commune, un désir qui peut être un désir de domination, un désir d'autoprotection, etc. Et en fait, la réalité française, comme ailleurs, mais on va parler de la France, est le résultat d'un rapport de force de réseau. Alors il y a des petits réseaux, des gros réseaux, pas de réseau. Qui du coup défendent leurs intérêts plus ceux d'une nation ou d'un... Oui, bien par définition. Voilà, oui. Et à un moment donné, on a vu Dieudonné essayer de se battre avec des petits soutiens qui étaient, on va dire, le réseau instinctif et un peu naturel de la communauté noire, qui défendait un peu Dieudonné contre d'autres réseaux, eux, beaucoup plus structurés, sans doute moins nombreux. Et après, ce qu'il faut, c'est avoir le recul pour analyser ce qui se passe. En fait, il n'y a pas besoin d'avoir des théories délirantes ou de dire grand-chose d'apocalyptique. On voit bien ce qui se passe. Si on prend par exemple, pour ne pas parler de moi, le dossier Dieudonné, il fait un sketch un jour chez Fogiel, puis on regarde année après année sa marginalisation, sa diabolisation, le fait qu'il puisse être relaxé 30 fois par la justice, mais interdit de médias officiels par le CSA, ce qui est assez étrange. Le fait que les médias ne disent que quand il est condamné, jamais quand il est relaxé, qu'il puisse être agressé plusieurs fois physiquement sans qu'on n'en sache rien dans les médias, alors qu'il a été des gens ont fait de la prison ferme pour l'avoir agressé, mais ça a été étouffé. Et qu'à la fin, ils sont obligés de jouer dans un autobus. Toutes ces affaires que vous énumérez, on perçoit justement, à les voir et à les lire, ces affaires-là, on perçoit de plus en plus de tensions communautaires en France. Se dirige-t-on vers un modèle anglo-saxon de communauté qui se replie sur elle-même? J'espère pas. C'est pas qu'il y a tellement de tensions entre les communautés en France, c'est qu'il y a une volonté de créer des tensions, ce qui est un peu différent. Parce qu'en réalité, quand on est sur le terrain, les gens sont dans la survie, ils sont dans la quotidienneté, c'est-à-dire qu'en réalité, il y a beaucoup de fantasmes. Et il y a une volonté de communautariser la France qui vient de plusieurs endroits, c'est des sujets difficiles, mais qui n'est pas une volonté qui vient des individus. Les individus, ils essayent de vivre une vie de Français qui consiste surtout à échapper au chômage. Ils ont en fait comme souvent les gens simples, ils ont des rêves assez simples, assez sains même, je dirais. Et puis derrière, il y a des volontés effectivement de créer des tensions, de monter les gens les uns contre les autres. Parfois on se fait piéger d'ailleurs dans ce genre de choses. On l'a vu avec mes problèmes, on l'a vu avec Dieudonné. Et je pense que c'est ça le piège auquel il faut échapper, c'est le piège des tensions communautaires organisées, montées. Donc pour vous, il est plus organisé actuellement que réel sur le terrain? Oui, il est assez peu réel. Moi, je rencontre les gens réels, de la vie réelle, que ce soit des musulmans, des juifs, des catholiques, des républicains, des laïcs. En réalité, il ne se passe pas grand-chose. Mais il y a une volonté de Alors pour parler justement des républicains laïcs, on a pu voir le cas d'un Français là, récemment, travaillant et vivant en France depuis plus de 30 ans, né de parents étrangers, devoir pour le renouvellement de ses pièces d'identité prouver sa nationalité. Est-ce que cette différenciation entre des Français dits de souche et ceux issus des dernières vagues d'immigration est conforme aux valeurs de la République? J'ai découvert ce dossier là récemment, je ne comprends pas très bien. Il paraît qu'il y a un espèce d'excès de zèle au niveau de l'administration. Voilà. Ouais. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond, parce que si ça voulait dire en fait qu'il y a une volonté en France d'arrêter l'immigration, ce qui est étrange, c'est qu'en même temps qu'on cherche des poux dans la tête à des gens qui sont nés là, des fois depuis 3 générations, même s'ils sont originaires par exemple du Maghreb, on laisse rentrer tous les sans-papiers du monde par ailleurs. Donc ce qui est bizarre, c'est que moi je suis pour l'arrêt de l'immigration. Mais le problème, c'est qu'on confond des Français d'origine immigrée qui sont là depuis 3 générations et qui sont liés profondément à notre histoire à travers l'Empire colonial et qui sont des francophones et des Français. Ceux-là, visiblement, en ce moment, on les harcèle. Alors que par ailleurs, on laisse rentrer avec l'idéologie sans-papiériste qui est patronale et d'extrême gauche, comme vous savez, ceux-là, on les laisse rentrer à flux tendu, ils ont le droit à la CMU, etc., etc. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'on
on ne s'attaque jamais aux bons problèmes en France. C'est ça qui est bizarre. Et justement, alors pour mieux vous connaître un petit peu, qu'est-ce que pour vous un Français dit de souche concrètement? Parce qu'avec votre passage au Front National et les polémiques autour de votre travail, vous pouvez le définir ça, un Français de souche? On ne va pas dire que c'est toujours pareil. Ça existe un Français de souche, et en même temps, quand on essaye de le définir, les frontières sont beaucoup moins strictes que ce qu'on croit. On va dire qu'un Français de souche, dans l'esprit des gens, c'est quelqu'un qui est soit français depuis des générations, soit au moins originaire de l'Europe chrétienne, on va dire. Et quand on oppose le Français de souche au Français de branche, on parle en général, systématiquement, même si on n'ose pas le dire, du Français issu en fait de l'histoire coloniale française, et en fait qui est un Français issu de l'Afrique saharienne et subsaharienne, c'est ça qu'on veut dire. Parce qu'on ne parle même pas du roumain, voilà. Mais en fait je pense que le distinguo, c'est des gens qui viennent du sud de la Méditerranée et qui ne seraient pas catholiques, en gros. C'est ça qu'on appelle pas Français de souche. Et les Français de souche, ils peuvent être polonais, être là depuis que 2-3 générations, mais ils viennent de l'Europe blanche et ils sont catholiques. Et c'est vrai que quand qu'on vient de l'Europe catholique, les étapes à franchir pour s'assimiler, même si on prétend être dans une république laïque, ce qui sont des abstractions, on sait bien que la France est un vieux pays chrétien et même catholique, et c'est sûr que un Français musulman est plus loin, on va dire, du logiciel de base français qu'un Français catholique, même si l'un est issu de la Pologne catholique depuis 2 générations, et l'autre on va dire, du Maroc musulman et qui serait là depuis 3 générations. C'est-à-dire quand même, c'est souvent pas la plus longue présence en France qui fait la différence entre le de souche et le de branche, c'est plutôt ce lien à blanc catholique. Hein. Et ça, moi je suis pas là pour... je fais pas de langue de bois. Ouais. Et c'est une réalité. Enfin, je veux dire, c'est un problème c'est une réalité anthropologique. Si ça reste à l'état de perception, ça va. Mais pour un Français justement vivant et travaillant en France depuis plus de 30 ans, devoir aller au tribunal pour dire, vous voyez, je suis français, pour le renouvellement, j'entends là, de ces pièces d'identité, ça peut être un peu... Oui, c'est bizarre parce que c'est comme... mais ça, c'est des choses que les Français, en moyenne, savent très peu. C'est comme, effectivement, on découvre quand on discute avec un jeune Français de banlieue issu du Maghreb, mais qui est né en France, dont parfois les parents sont nés en France, qui fait des études, etc., qu'il peut subir des contrôles d'identité au faciès assez régulièrement, ce qui est très humiliant. Et ça, on n'en a pas forcément conscience, parce que moi, je me fais très peu contrôler. Je veux dire, pour ça, je vous ai demandé donc, c'est très compliqué de savoir. Le travail du sociologue honnête, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de comprendre le point de vue de l'autre. Ce qui veut dire aussi, le point de vue, c'est objectif. C'est-à-dire que la personne voit les choses d'un autre point de vue objectif, parce que sa vie est différente, sa sensibilité est différente, ses souffrances sont différentes, ses susceptibilités sont différentes. D'accord. Et c'est ça ce qu'on a essayé de mettre en place avec Dieudonné, quelque part, c'est comprenez qu'il y a des gens qui sont très sensibles à certains sujets, qui peut être ce qui s'est passé entre 40 et 45 en France, mais d'autres qui sont très sensibles à d'autres sujets, qui peut être ce qui s'est passé en Algérie entre 1830 et 1960. Il y en a d'autres qui peuvent être très sensibles à certains sujets, qui peut être un gars comme moi qui est né dans la banlieue parisienne des années 60 et qui a vu son habitus entièrement déstructuré de A à Z sur le plan social et ethnico-confessionnel, qui est aussi une souffrance. Et c'est quand même à un moment donné que chacun comprenne la souffrance des autres. Alors que le problème, c'est que l'idéologie officielle a mis des hiérarchies de souffrance, on a nié certaines, on a surmédiatisé d'autres. Et moi je dis la souffrance qui a été la plus niée en réalité dans les médias, si on le regarde, c'est la souffrance du petit Français blanc de souche. D'accord. C'est ce que vous aviez rappelé d'ailleurs à lui, c'est la majorité opprimante. Il est soi-disant l'opprimeur de tous. Alors par rapport à, vous dites blanc catho, certains dénoncent une islamisation des mots de la société par des responsables politiques. Ce phénomène n'est-il pas symptomatique d'une déconnexion entre la réalité sociale et ces hommes politiques justement ? Le fait de tout islamiser, tous les problèmes, les mots. Il n'y a pas de... on voit qu'il y a une tendance médiatico-politique aujourd'hui à parler d'identité nationale et en mettant derrière la question de l'islam systématiquement. Moi, je me sers d'un sujet intéressant en ce moment, c'est l'histoire des quick halal. Ça m'a amusé, parce que j'ai écrit un article là, récemment, qui sera accessible sur Internet ou dans notre revue Flash pour ceux qui sont abonnés, qui est « Ils veulent islamiser notre américanisation ». Parce que je rappelle quand même que Quick est une chaîne de hamburgers, c'est totalement américain. Je crois d'ailleurs que les actionnaires, c'est la Caisse des dépôts et consignations, donc c'est même pas américain, mais c'est de l'américanisation culturelle, et qu'en réalité, Quick a décidé de halaliser ces McDo, enfin certains du moins, il y en a quelques-uns. Oui, dans 2% de ces magasins, pour des raisons de bas commerce ou de haut commerce, comme on veut, à cause de la clientèle objective des lieux d'implantation. Et là, nous avons le maire de Roubaix qui crie, socialiste d'ailleurs, donc antiraciste bien sûr, qui crie au scandale de l'attaque sarrasine contre l'identité française, alors qu'en fait, on islamise dans 2% de fast-food notre américanisation, sachant qu'on remplace du bacon, qui n'est absolument pas dans la culture française,
Le bacon, c'est typiquement anglo-saxon, hein, et qu'on le transforme par de la dinde fumée. Voilà. Donc tout ça est assez dérisoire. Je ne dis pas que je suis pour les couilles halal, je m'en fous, mais on a fait de ça une atteinte sarrasine et musulmane concertée à l'identité française, alors que quand on regarde l'histoire, c'est 2% des quicks, c'est pas tous les quicks, pour des raisons de commerce, fait par la caisse des dépôts, enfin par les actionnaires majoritaires qui sont la caisse de dépôt et de consignation, dans des fast-food américains. Et d'un seul coup, il y a le maire de Roubaix socialiste qui monte au créneau comme s'il défendait les intérêts de la France, alors que ces gens-là, on le sait très bien, sont soumis à tous les dictats, toutes les américanisations, toutes les manipulations, toutes les sionisations de A à Z. Et là, effectivement, on voit qu'il y a une instrumentalisation aujourd'hui, dont le but est de créer des tensions communautaires entre les Français de souche chrétiens, culturels, même s'ils ne vont plus dans les églises, et les Français de confession musulmane, qui sont d'ailleurs musulmans souvent pour des raisons culturelles. De la burqa, du voile, des coups halal, il y a-t-il un bouc émissaire? C'est une stratégie de la tension, ouvertement, c'est clair. C'est clair. Et ça, il faut se poser des questions. Qui a intérêt à ça? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est sérieux? Où est-ce qu'on va? Et ça s'appelle, moi je fais très bien cette analyse, l'importation en France de la stratégie du conflit de civilisation, qui est la stratégie néoconservatrice, qui est la stratégie des chrétiens sionistes, et qui était la stratégie du gouvernement Bush, père et fils, et qui est partiellement abandonnée d'ailleurs par Obama. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on est, avec toujours du retard sur l'Amérique, au sommet de l'agressivité néoconservatrice chrétienne sioniste, alors que les Américains sont déjà passés relativement à autre chose, parce qu'ils savent que c'est une impasse. D'accord, on est un peu en retard encore. On importe des anciens problèmes. Et puis, oui, c'est-à-dire que alors que les Américains essayent d'en sortir, nous, voilà, on se jette les deux pieds dedans. Alors, Alain, merci. Je vous propose à vous et à nos chers web auditeurs de passer au moment du choix. Alain, il y a derrière vous quelques ouvrages. Lequel d'entre eux pourrait être votre livre de chevet? Si vous voulez nous faire profiter de votre réflexion à voix haute, n'hésitez pas. Alors, déjà, il faut que je les découvre. Alors, je rappelle à nos chers web auditeurs que notre invité a le choix entre La France a peur, l'Encyclopédie des religions, TF1 au pouvoir, Lucky Luke, Mohamed Ali, Lénine, texte philosophique. Alors déjà, La France a peur, je ne prends pas parce que je n'aime pas ce genre de titre. C'est beaucoup trop général pour être crédible. Encyclopédie des religions, je me méfie aussi, je préfère aller au texte directement. Bon, Lucky Luke, non. Pierre Péan, Christopher Nick, je connais trop bien. Je ne lirai jamais un bouquin de Christopher Nick, aucune confiance. Lénine, ça j'ai lu ça toute ma jeunesse, c'est très bien, mais c'est un peu compliqué. Encyclopédie des religions, ouais, pareil, non. Non, d'instinct, je vais prendre Mohamed Ali, parce que j'ai fait un peu de boxe dans ma vie, et c'est vrai que Mohamed Ali, ça fait rêver beaucoup de monde. Vous êtes modeste, hein, j'ai cru comprendre que vous étiez instructeur. Ouais, je suis instructeur fédéral d'anglaise et gant d'argent de boxe française. Mais c'est vrai que j'avais écrit moi plusieurs textes sur Mohamed Ali. Il faut avoir un peu d'instinct et de simple. Par exemple, il y a une espèce de respect immédiat pour Mohamed Ali à travers ses différents combats. Parce qu'on voit que c'est un type qui essaye de rester digne à des moments où c'est pas facile, refuse de s'engager dans la guerre du Vietnam, c'est assez beau. Sa conversion à l'islam est intéressante aussi, c'est dire c'est une insoumission à une religion majoritaire, qui est on va dire le protestantisme américain. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher dans l'érudition, il y a une question d'instinct, il y a un côté sain, quoi. Un type qui a de la classe, de la grâce, et il y a quelque chose à voir avec Dieudonné, avec ce qu'on essaye de faire tous à notre modeste niveau, d'être un exemple pour les générations futures. C'est toujours des actes d'insoumission, des actes d'élégance qui coûtent cher, mais qui restent par rapport à ceux qui se couchent sur le moment, qui passent à la caisse. Vous pensez qu'il y a un lien justement entre le ring et la vie, et la vraie vie? Vous, par exemple, qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement? Oui. Le ring, c'est un truc où il y a moi qui suis un homme de verbe. Ouais. La boxe, c'est l'endroit où on ne peut pas baratiner. C'est-à-dire qu'il y a mise de gants, et je ne vais pas t'expliquer si je suis. C'est pas comme un débat avec un sioniste. C'est pas ça qui est bon, qui est mauvais, ou qui a gagné ou qui a perdu. C'est la mise de gants. Et puis à un moment donné, on ne peut pas tricher. Il y a les cordes, on n'a pas le droit de se tourner. Il faut faire face, et on gagne ou on perd. On essaie en général, même si on perd, de rester dans la dignité, c'est-à-dire de ne pas baisser les yeux, et même si on est compté, d'avoir une posture à peu près digne. Vous avez beaucoup perdu? Oui, non, j'ai plus perdu que gagné, hein, y a pas de problème. Je m'entraînais pas assez physiquement. Enfin, moi, j'avais toujours un problème de condition physique, je courais pas assez, quoi. J'étais bon techniquement. Par manque de temps? Ouais, parce que j'avais autre chose à faire aussi. Je manquais de conditions. Alors justement, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, au hasard des pages, hein, bien sûr, nous lire un extrait de 3, 4, 5 lignes? C'est pour avoir un souvenir de votre voix sur votre choix.
Bah, je sais pas, là, Au je hasard. connais pas le Ouais. bouquin. Oui. Je vois un chapitre qui s'appelle Garder la tête haute. Ah Bon, bah, bah, ça voilà, résume ça. ce que je voulais faire une remarque, c'est que Dieudonné a fait des choix qui lui ont coûté très cher. Jamel Debbouze a fait d'autres choix qui lui ont rapporté beaucoup. Mais comment dirais-je, quand on a une posture digne et élégante, on a toujours des victoires posthumes. C'est-à-dire, on a des victoires On marque le temps. dans le vraiment. temps. Mais immédiatement, on perd. Donc, effectivement, Jamel Debbouze a gagné par sa trahison, parce que ça s'appelle comme ça. Dieudonné est resté digne, il a beaucoup perdu. Et alors la question qui est posée, qui est l'avis de Mohamed Ali, qui est l'avis de beaucoup de gens, c'est est-ce qu'il vaut mieux sauver son âme ou sauver sa Ferrari? Et ça, c'est la question qui est posée en permanence à tout le monde, qui vous sera peut-être posée un jour à vous aussi. Et il y a J'aime pas il y a le des rouge. gens, qui Ferrari. sauvent leur âme et d'autres qui sauvent leur Ferrari. C'est aussi simple que ça la vie finalement. Il ne faut pas trop chercher plus compliqué. Et nous, on recherche la fraternité des gens qui sauvent leur âme. Et puis on évite de fréquenter ceux qui sauvent leur Ferrari parce qu'en réalité, vu de loin, ça peut fasciner, mais vu de près, c'est très dégoûtant. Voilà. Donc voilà. Bah, merci de vous être prêté au jeu et je vais profiter Donc de voilà, ce. je ne dirais rien de Mohamed Ali, je vois juste qu'un chapitre s'appelle Garder la tête haute. C'est le sujet. Voilà, il faut garder la tête haute malgré les coups. Voilà. Très bien. Bon, je profite de ce moment du choix pour revenir sur certaines de vos interventions qui m'ont interpellé. Alors, ces citations n'ont pas forcément de lien entre elles. Par exemple, je vous ai entendu dire « Je ne suis pas antisioniste, mais raisonnable ». Alors, pouvez-vous nous en dire plus, nous l'expliquer? Oui, c'est un sujet tellement difficile Alors, qu'en fonction du en niveau de bref. fatigue et du niveau D'accord. d'harcèlement, en réalité, la question du sionisme est une question qui sera réglée par les lois hegéliennes de ce qu'on appelle les contradictions. Et c'est le problème des Israéliens et des Palestiniens. Et je pense que de toute façon, les contradictions de l'État d'Israël sont telles que c'est une question de temps pour qu'elles se révèlent dans toute leur aberration. Moi, ce que je faisais remarquer, c'est que il était obscène à un moment donné de défendre le sionisme au nom d'une idéologie de gauche, alors que c'était ouvertement aujourd'hui un pays, un pouvoir surtout, d'extrême droite. C'est-à-dire que ce sont des militaires et des religieux dans une position radicale qui a beaucoup à voir avec un État théocratique, racialiste, qui pratique une politique d'apartheid, etc. Donc, c'est qu'à la limite, moi, je ne suis même pas pour ou contre le sionisme, je suis français. Et mon problème, c'est la France. Donc moi, j'étais agacé de la très grande puissance du lobby pro-sioniste français et du travail qu'ils faisaient en France pour mettre toujours les intérêts d'Israël avant les intérêts de la France et à produire beaucoup de problèmes, notamment de diabolisation de certaines communautés, de stratégie de tension pour défendre un État étranger. J'ai en plus un État étranger qui ne peut pas être montré en exemple sur le terrain des droits de l'homme, de l'antiracisme ou de la fraternité, etc. Donc voilà, c'est en cela que je disais, je ne peux pas être sioniste parce que je ne peux pas me déshonorer, quoi, c'est tout. Très bien. Et au sujet de la solidarité mondiale pour Haïti, vous dites que plus on aime loin, moins on aime concrètement. Alors, quelle est votre conception de la solidarité alors? Je fais remarquer qu'aujourd'hui, les médias nous poussent à la solidarité mondialiste et toujours très loin. C'est-à-dire qu'il est mort 338, je crois, SDF sous les ponts à Paris cet hiver. On n'en a rien à foutre. Mais par contre, Haïti, il faut qu'on envoie tous de l'argent. C'est ce qui s'est fait. C'est-à-dire, Jean-Jacques Rousseau avait déjà une très belle phrase comme ça, que la solidarité lointaine nous dispensait finalement de la fraternité proche. Et il y a quelqu'un qui incarne parfaitement ça, c'est Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, il a toujours volé au secours, du moment que ça se passe loin des Afghans, tout d'ailleurs en basculant de camp en fonction de ses intérêts bien sentis. Ce sur quoi il a toujours méprisé absolument, ce sur quoi il n'a jamais eu une phrase de soutien, c'est sur toutes les victimes de la désindustrialisation française, notamment tous les anciens ouvriers et mineurs de la région du Nord, qui sont devenus des clochards, qui sont morts de froid, qui ont sombré dans la misère et la désocialisation totale. Il y a des gens qui n'ont jamais de commisération pour la misère non spectaculaire, parce qu'elle n'est pas très rentable, on peut pas se faire mousser avec. Voilà. Alors que Haïti, effectivement, ça permet une soirée des enfoirés, de vendre des disques, de faire le beau, c'est très show business. Alors que donner une pièce, presque une pédagogie de la solidarité. Oui, donner une pièce au SDF qui est en bas de chez vous parce que vous avez honte de croiser son regard, parce que vous savez qu'il y a 10 ans, c'était un ouvrier et père de famille et qu'il a été victime d'une politique de désindustrialisation menée et par la gauche et la droite, c'est beaucoup plus douloureux, mais ça attire pas les caméras. Voilà, je préfère ADT Carmonde 100 fois à toutes les associations de merde liées au show business et qui effectivement aujourd'hui se pâment sur le problème haïtien. Évidemment, je suis très triste de ce qui arrive aux Haïtiens, mais ça nous dispense comme par hasard de la solidarité de proximité, immédiate et non spectaculaire. Voilà. Ici, au bureau de la dissidence, on se demande si vous ne préparez pas secrètement une nouvelle révolution. Je vous ai entendu rappeler récemment l'éternel retour du réel, jadis évoqué par Lénine, lors d'une émission de télé. Est-ce que la crise aggravée que nous traversons actuellement vous a inspiré ce sérieux retour du réel? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ce sérieux retour du réel? Oui, moi, il me semble qu'on est arrivé aujourd'hui à un système de domination globale qui
qui nous vend par les médias, les réseaux, le politique, etc., une vision du monde totalement en décalage avec la souffrance des peuples. On le voit en ce moment avec l'affaire, par exemple, grecque. Hein. Mais que ce qu'on ne peut pas empêcher, effectivement, c'est le réel. C'est quand le peuple souffre, quand il y a vraiment des problèmes quotidiens. Les médias peuvent dire qu'il fait jour. À un moment donné, si on regarde par la fenêtre et qu'il fait nuit, ça devient difficile, même si les gens sont abrutis, soumis, dociles, etc. Ça devient, quand c'est la nuit et le jour, c'est pas 2 heures de décalage horaire. C'est quand, voilà, c'est ce genre de baratin médiatico-politique. Quand il est totalement en décalage et en opposition avec la réalité concrète, ça devient quand même, malgré toute la puissance d'argent, de manipulation, de domination, de terreur même, etc., ça devient difficile à gérer. Et aujourd'hui, je le dis, il y a un système de domination qui n'a jamais été aussi puissant et aussi globalisé, mais il y a une crise qui est exacerbée et il y a un décalage absolu entre le baratin dominant et la réalité de terrain du peuple. Et ça, c'est l'espoir. C'est qu'à un moment donné, ça va forcément péter d'une manière ou d'une autre. Voilà. Pour finir, vous précisez que la politique se réduit aujourd'hui à servir de tampon entre des citoyens électeurs et le système mondialiste. Quel serait donc le rôle de la politique menée par Alain Soral? Moi, j'en fais à mon petit niveau. Je suis lucide, donc modeste. Hein, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quand on attaque les politiques, c'est presque injuste pour eux, car en réalité, ce sont des acteurs payés pour faire le sale boulot, de mentir à une population qui souffre pour faire passer des lois antisociales de gens cachés qui les payent. Et aujourd'hui, on voit une espèce d'angoisse des politiques, notamment en Grèce, c'est-à-dire faire passer des mesures drastiques qui vont faire souffrir les salariés et les fonctionnaires aux ordres de l'oligarchie mondialiste pour un politique en Grèce. Il dit, mais à un moment donné, moi, même si vous me payez bien, je ne pourrais pas dépenser cet argent si je me fais lyncher par la foule. Donc aujourd'hui, on a des politiques qui commencent à souffrir parce qu'ils disent, en gros, vous me faites un gros chèque, mais ce chèque, je ne vais pas pouvoir le dépenser si je me fais pendre à un croc de boucher par les pieds. Et donc, je dis quelque part, la politique, effectivement, ça serait à nouveau de porter la parole du peuple et d'essayer d'améliorer sa situation, et plus seulement de trahir le peuple sponsorisé par l'oligarchie. Donc ça, évidemment, et on risque d'avoir ce genre d'alternatives qui vont se présenter de plus en plus dans l'avenir. Mais je dis, moi, de façon ironique, ne soyons pas très méchants avec les politiques. Ce ne sont jamais que des acteurs qui sont par la force des choses de plus en plus mauvais acteurs, parce qu'ils sont obligés de jouer un texte qui est de plus en plus grotesque. Et quand on pense à ça, on peut penser assez vite à Sarkozy, quoi. Et je pense qu'il doit transpirer à grosses gouttes. Quand il sait qu'il doit aller au salon de l'agriculture, il doit transpirer à grosses gouttes pour se payer les paysans, en sachant que... Justement, est-ce que votre passé d'acteur, là, pour le coup, mais réel, ne doit pas nous inquiéter ça ne doit pas nous inquiéter de vous voir arriver en politique, justement. Vous maîtriseriez, justement, tous les aspects... Déjà, ça va me permettre de faire une petite précision. Moi, j'ai monté une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation et qui marche pas mal. Et en fait, ça marchait tellement bien qu'on voulait me pousser à faire de la politique politicienne. Je n'en ferai jamais, ça ne m'intéresse pas. La politique est un milieu de médiocres et de menteurs. J'ai beaucoup trop de talent pour faire de la politique. Donc j'en fais à la marge et différemment. Je fais de la politique comme Dieudonné fait de la politique. Moi, en ce moment, j'écris un bouquin qui s'appelle d'ailleurs Comprendre l'Empire, qui est un bouquin de pédagogie qui repasse en revue les 2 derniers siècles et l'évolution des 2 derniers siècles en Occident, qui sortira normalement en octobre si j'arrive à le finir. Et mon travail, c'est quand même de produire du concept, des analyses, de la critique. C'est ça ce que je fais le mieux. J'existe à cause de mes livres, pas l'inverse. Hein. Et donc, je ne ferai jamais de politique au sens politicien du terme, parce que je connais trop bien ce milieu-là. Alors, je suis allé partout. Je suis allé au PC, je suis allé au Front National, mais c'est presque un travail de sociologue. J'aime bien être sur le terrain, j'aime bien voir de l'intérieur comment ça se passe, et je le fais pas de manière perverse, c'est-à-dire que je suis pas, quand j'ai quitté le Front National, j'ai pas écrit un livre pour les insulter, j'ai un très grand respect pour les gens avec qui je travaille. Je m'intéresse aussi aux musulmans, dans leur diversité, c'est toujours avec, de l'empathie. J'aime bien communier avec la diversité des communautés. J'ai été dans le milieu de la boxe en toute sincérité. J'ai été au Front National en toute sincérité. J'ai été au Parti communiste en toute sincérité. Parce que tout ça, c'est l'humanité souffrante dans sa diversité. Et ça me donne aussi avec toute votre sincérité, j'espère, ici aussi. Oui, bien, de toute façon, qu'est-ce que je ferais là sinon? Enfin, qu'est-ce que j'ai à gagner? La question que je pose, c'est qu'est-ce que j'ai à gagner, à part vivre une vie intéressante, rencontrer des gens intéressants, c'est-à-dire le sentiment d'être vivant. C'est très important. Parce que moi, je connais des gens qui tapinent pour le système. Pour moi, ce sont des morts vivants. Ils ont beau manger dans des restaurants un peu plus chers que moi, ils ont des têtes de mort, quoi, je veux dire. Et ça, c'est un truc, ça se voit quand pour ça Dieudonné est un ami, etc. C'est dans le regard. On voit qui est vivant et qui a vendu son âme et qui est en fait un mort qui marche, un mort qui parle. Suis-je mort, Alain?
Bah pour l'instant non, mais D'accord. c'est un truc qu'il faudra Alors- revérifier dans 2-3 ans. Parce que tu prends des risques C'est vrai, et on ne mesure pas à quel point c'est risqué parfois d'être simplement un peu honnête. Parce qu'on croit qu'on fait juste un travail. Genre, mais j'ai rien fait de mal, j'ai juste voulu dire la vérité. Il n'y a rien de plus dangereux que de dire la vérité, tu t'en rendras compte bientôt. Je vais suivre quelques cours de boxe, alors vous m'accompagnez? Non, cours de dialectique et cours de zen, de zen attitude. La boxe, c'est bien pour la condition physique, mais croire qu'on peut vaincre le système à coup de poing, c'est d'une naïveté totale. D'accord. Fait plutôt de la cool attitude. Voilà, Excuse-moi de reprendre un terme américain. Voilà, je anglo-saxon, sais pas ça comment me dire, vexait, le c'est Bouddha, bullshit, Bouddha, Bouddha. Confucius, Lao Tse, Jésus, enfin tu Je sais vois. pas si je suis assez souple pour le Bouddha, mais j'essaierai de faire quelque chose dans cet esprit-là. Alain, je vous remercie d'avoir apporté ces précisions et je vous propose à vous et à nos chers web auditeurs de passer à la sortie sucrée. Alors Alain, thé ou café du coup? Ça pourrait être le titre d'une émission, mais c'est déjà repris. Moi j'ai pris du thé. Thé, sucré? Ouais, parce que j'ai pas mal voyagé en Orient ces derniers temps, donc j'ai pris l'habitude du thé à la menthe et du thé sucré. Alors, en privé, à quoi ressemble la journée type d'Alain Soral? Déjà, je me lève tard parce que je me couche tard. En réalité, quand même, ma vie, c'est quand même de lire plusieurs heures par jour. Hein. Avant, je lisais des bouquins beaucoup. Maintenant, je lis des bouquins et en plus, je vais sur Internet consulter des organes de presse étrangers, parce que le principe, c'est de recouper l'information et d'aller la chercher partout. Hein, donc, ça surfer pas mal sur Internet et aller voir la vision russe des choses, la vision iranienne des choses, la vision vénézuélienne des choses, etc. Ça permet de mieux comprendre, parce que pour penser, il faut penser à partir du donné. Et le problème souvent, c'est quand le donné est faux, manipulé, instrumentalisé, même si on est intelligent, la conclusion est fausse. Et beaucoup de gens d'ailleurs, c'est ça, c'est qu'ils pensent bien, mais ils sont nourris par de la matière qui est orientée fausse. Donc malheureusement, par manque de temps aussi, parce que les agences de presse, la manière dont ça fonctionne, c'est très hiérarchique. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 grosses agences mondiales qui filent l'info à tout le monde, et tout le monde fonctionne à partir de ces 3-4 AFP, Reuters, je sais pas quoi, CNN, etc. Les médias seraient réorientés, mais alors du coup sur Internet, il y a aussi beaucoup de choses fausses, il faut filtrer, c'est pas évident non plus. Là, après, quand on a un certain parcours, une certaine culture, on a quand même un peu d'instinct, on en garde et on en jette. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Il y a des niveaux de lecture, c'est du billard à 3 bandes, 4 bandes, 5 bandes, 6 bandes, et à la fin, c'est pour ça que parfois la sagesse, c'est la sagesse voltairienne de se dire je vais cultiver mon jardin, c'est-à-dire de se retirer complètement. Mais ce dont on est sûr de sortir avec l'âge, c'est de la grande gueule du type de 20 ans qui dit qui cite Lénine à tout bout de champ, ou Tocqueville, enfin tu vois, et qui croit qu'il a tout compris et que le monde est comme en sport, t'as l'équipe de Lyon contre l'équipe du Real de Madrid, tu vois, avec des maillots blancs, des maillots noirs. Imagine un sport avec 3 concurrents en même temps, c'est déjà délirant, ça n'existe pas. Et dans la politique, c'est plus que 3, c'est 3, 4, 5, 6, 7, avec des alliances qui varient en cours de jeu. Et là, d'un seul coup, c'est un jeu dont tu n'as même pas l'idée, infiniment complexe, et bien plus complexe que les échecs ou quoi que ce soit, puisque c'est un jeu à 7 ou 8 équipes où les alliances bougent en cours de partie. Et là, c'est d'une telle complexité que ça incite à la modestie, et pourtant, il se passe quelque chose, et il y a quand même le problème de la morale, le problème du bien. Tu vois, c'est pas le relativisme absolu. Donc c'est très très compliqué. Et cette complexité est terrifiante quelque part, et au moins peut-on se dire grâce à la religion, pour ceux qui croient, au ciel au moins les choses seront le bien régnera en pleine lumière, et le mal sera identifié totalement. Et c'est une des explications anthropologiques, à mon avis, de la religion du paradis et de cet au-delà de la vie. Voilà. Très bien. Vous avez fêté récemment votre 52e anniversaire? Non, 51. Et est-ce que votre spiritualité a évolué? Ça se passe comment pour vous? Parce que vous avez dit ceux qui croient, donc je comprends que vous vous excluez de ce groupe, ou est-ce que c'est moins clair que ça, en réalité? C'est plus compliqué que ça, mais plus j'avance, plus je vois que c'est compliqué. Plus je vois que le combat pour le bien et bon, le mal, c'est assez facile à identifier d'une certaine manière, c'est les gens qui se déshonorent, bon, ils basculent dans le mal. Mais le combat pour le bien est très complexe, les alliances sont subtiles, les gens ont plusieurs facettes, et que c'est très compliqué, très dangereux. Voilà. Et que parfois on peut même dire, on peut se tromper par manque d'informations, etc. Et donc il faut être très prudent, très courageux aussi. C'est très compliqué et c'est très déroutant et très démoralisant, il ne faut pas oublier, il y a un côté désespérant dans tout ça. Et malgré tout, il ne faut pas renoncer. Alors on en est encore à la nuit là, hein. La journée type d'Alain Soral, je ne la vois pas venir. Et oui, le matin. Donc je me couche à 4-5 heures du matin, oui. parce que de minuit à 4-5 heures j'écris et je lis.
Donc je me lève tard et j'essaye d'écrire. J'essaye de lire plusieurs heures par jour. Et là, je suis en train d'écrire un bouquin. Donc normalement, j'écris 8 heures par jour. Je fais 2 séances de 4 heures et une séance de plusieurs heures de lecture. Ce qui veut dire que ça fait des journées de 12 heures. Et je dors. J'essaie de dormir mes 8 heures, ce qui n'est pas facile parce que quand le cerveau chauffe, on a beau se coucher, le cerveau se débranche pas facilement, donc on continue à travailler en dormant. Donc j'ai un petit cahier au pied du lit et je me réveille la nuit pour prendre des notes, parce qu'on écrit très bien en dormant. Le problème, c'est qu'il ne reste rien le matin quand on se réveille. Il faudrait inventer un système de branchement sur le cerveau direct. Pour garder les idées. Ouais. Alors si ce n'est pas les prières qui sont votre carburant, c'est le thé, parce que 8 heures, il faut de l'énergie un petit peu. Alors ma technique, c'est comme je me lève tard, je ne fais que 2 repas par jour au lieu de 3 pour les gens normaux. Donc ça coûte moins cher, ça me permet de garder la ligne. Et puis l'autre secret, c'est l'entraînement, sport, entre 2 et 3 fois par semaine. Voilà. Alors qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter? Moi je crois qu'il faut souhaiter de la chance. Parce que j'ai eu souvent de la chance dans la vie. Il y a des moments où on passe pas loin de la catastrophe et il y a des gens qui ont de la chance ou plus ou moins... Alors là, on peut penser aux anges gardiens ou à la baraka. Vous finissez par croire, Alain. On commence à voir le cheminement. Là, non, pas par croire, mais je crois que quand on est animé de saines intentions et qu'on est dans le bien, d'abord, on ne doit pas avoir peur de la mort, puisqu'on a fait ce qu'on devait. Et parfois, il est possible qu'il y ait des forces, des énergies, je ne sais pas, ça peut s'expliquer physiquement, des forces comme ça de bien qui vous aident à certains moments. C'est la théorie des anges gardiens, mais elle peut avoir une explication presque technique, matérialiste et physico-chimique. Et puis je crois que quand on fait des choses bien, on attire les gens bien aussi. Donc voilà. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Alors, donc Alain, on a une belle vie, même si on est dans la difficulté. Hier j'étais au tribunal, j'ai encore le tribunal qui m'attend. Vous avez le sourire. Oui, c'est ce que j'ai découvert. Par exemple, Dieudonné, ma fraternité avec Dieudonné, c'est le mec a dans le regard une générosité, une gentillesse. En fait, c'est difficile de cacher ce qu'on est dans une relation humaine, directe. Les médias peuvent permettre de tricher. La médiation médiatique ne vaut rien. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas rencontré un homme en vrai, on ne sait pas ce qu'il vaut. Moi, j'ai rencontré Le Pen en vrai, et j'ai vu le Le Pen vrai par rapport au Le Pen diabolisé des médias. Et j'ai vu un homme qui méritait largement mon respect. Voilà. Je le dis devant toi, je l'ai toujours assumé. Le Pen gagne à être connu. Alors que tous les anti-lepénistes officiels, eux, souvent ne gagnent pas à être connus. Et ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça que moi, j'ai souvent invité des garçons originaires de banlieue. J'ai fait la médiation à leur faire rencontrer Le Pen. Pas pour des raisons de manipulation ou électoraliste, parce qu'en fait, je ne marche pas là-dedans. Mais parce que je pense qu'il est intéressant. Moi, j'adore l'idée de Le Pen rencontrant Dieudonné. Je trouve ça génial. D'abord parce qu'on ne peut réconcilier que les gens qui ne sont pas du même bord. C'est facile de se réconcilier avec soi-même. Le vrai courage, c'est de se réconcilier avec les autres. Et qu'à un moment donné, on peut se réconcilier avec des gens parce qu'en valeur absolue, ils pèsent le même poids d'humanité que vous. Donc l'idée, c'est à un moment donné la fraternité des gens issus de mondes différents, mais qui en valeur absolue pèsent le même poids d'humanité. C'est ça, c'est-à-dire le chrétien respectable, discutons avec le musulman respectable, avec le communiste respectable, peut-être même avec le sioniste respectable si on peut en rencontrer un. Je veux dire que j'ai beaucoup de mal à les trouver. J'espère qu'on arrivera à organiser cela. Alain, on a vraiment été très heureux et honorés de votre venue, car vous représentez vraiment, au travers de vos écrits, votre style et les affronts que vous avez dû subir, ce que l'on attend d'un intellectuel dissident. Chers web auditeurs, vous venez d'assister à la première d'une, je l'espère, longue série de convocations. Vous pouvez y réagir sur le forum du site internet de l'émission, nous faire part de vos avis les plus dissidents et des sujets que vous souhaitez voir abordés ici au Bureau de la Dissidence. Vous êtes les programmateurs de l'émission, c'était No Name TV, l'émission qui ne porte pas de nom.